Alors, j'aimerais faire dans ce tuto un travail qui a été, je l'ai vu sur un auteur américain, Johnny Matthews, donc je mettrai les références dans mon commentaire. Le travail consiste à relier les nodes géométriques et les shader nodes pour afficher des propriétés des objets les uns par rapport aux autres. Alors on va voir déjà un premier travail qui consiste à utiliser, pour que vous voyez un peu le lien entre les shaders et la géométrie nodes, on va se mettre en 365, qui est une des dernières versions qui vient de sortir. Et on va prendre, par exemple, on va changer un petit peu, on va prendre notre singe favori, Mesh, ok, par exemple, voilà, puis on va regarder un petit peu comment, au travers des nodes, on arrive à faire passer des informations déjà sur le shader, c'est-à-dire sur les couleurs, quoi, en gros. Une idée comme ça, pour voir. Bon, alors donc on va se mettre, on va se créer un petit espace à nous, parce qu'on va avoir les deux, shader et géométrie. Donc on va faire un horizontal split déjà. Ici je vais mettre les géométries nodes. Voilà. En haut je vais partager en deux. Vertical split. Voilà, je vais garder un peu ma géométrie ici, et puis là je vais mettre par exemple sur les shader éditeurs. D'accord? Là, N. Alors, vous allez voir, c'est un truc assez amusant. On va faire tout un tas d'expérimentations pour que, éventuellement, moi je m'en suis servi une fois pour donner des explications dans un tutoriel sur les normales, les normal maps et ainsi de suite dans GIMP. Et en passant vers Blender. Alors, ça m'a aidé à donner des explications. C'est-à-dire animer quelque chose qui était un peu pointu quand même. Bon, alors, donc pour ça, on va prendre notre Suzanne, et puis on va lui mettre déjà, tout simplement, un arbre de géométrie nodes. Et là, voilà, on revient comme ça. Alors on va voir quelque chose d'assez étonnant, qui consiste à faire passer ici par cette entrée-là. Alors si je me mets là, vous savez que les géométries nodes sont des modifieurs, et vous voyez qu'ici il y a marqué out attribute. Alors attribute, c'est quoi? Un attribute, comment je pourrais dire, c'est des données qui sont attachées à des géométries, qui sont créées éventuellement par l'utilisateur et qui ont un nom, sur lequel on met un nom. Par exemple, je vais prendre une position, je voudrais la mettre de côté, donc je lui donne un nom et sous forme d'attribut, et je la mets dans une géométrie, par exemple dans la géométrie de l'objet en question. Comme ça, ça me permet éventuellement de la récupérer et de m'en servir tout de suite. Alors on va voir un exemple tout de suite. Ici, on va voir que on est capable de, par ce petit biais-là, qui est là, no output attribute pour l'instant connected, eh bien, je vais essayer de faire apparaître un attribut de couleur, qui va être la couleur de notre petite Suzanne. Alors, Shift A, je vais mettre un attribut, donc, je sais plus où il est. Allez, search, je vais faire color. Voilà. Color. Donc color, c'est un nœud, c'est un nœud qui donne la couleur, quoi, qui sort une couleur, quoi. Alors on peut le voir, si on met un viewer, vous allez voir. Mais ce qu'on va faire, c'est on va s'en servir, on va le sortir ici. Vous voyez, il sort sous forme de color. Mais il se trouve que, alors qu'il sort ici,
on va lui donner, il va sortir, on peut lui donner une forme d'attribut. C'est-à-dire dire par exemple, je vais l'appeler, allez, color, couleur, pour changer un peu. Voilà, d'accord? Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert justement à faire passer un message, si j'ose dire, au shader editing, c'est-à-dire au shader nodes. Parce que ici, si je fais un nouveau matériel, j'ai fait nouveau, vous voyez je suis dans le shader editing, je vais supprimer ceci, X, et je vais faire rentrer Shift A, un input, attributes, et je vais aller chercher color attributes. Alors je ne sais pas où il est, mais je vais pas chercher color. Je ne trouve pas. Color. Attributes, le voilà. Pardon, je l'ai pas vu. Voilà. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il est monté au ciel l'autre? C'est moi qui ai dû aller trop bas. Voilà. Voilà, vous me direz, bon, pour l'instant, il n'y a rien de miraculeux. Mais je vais aller chercher mon attribut couleur. Vous voyez qu'il apparaît là? Toc. Et si je le mets là, couleur sur surface. Alors pour l'instant, rien d'extraordinaire, parce que bon, je ne me suis pas mis dans la visualisation des couleurs, justement. Là, je m'y mets, je visualise les matériaux, si vous voulez. Et vous allez voir que si je change la couleur ici, eh ben, elle change sur comment il s'appelle, sur Suzanne. Je mets du bleu, du rouge. Donc je suis capable de transférer par l'intermédiaire, c'est important à comprendre ça, par l'intermédiaire donc de ce petit système qui consiste à ici faire une entrée, la faire sortir en attribut et puis la récupérer sur le shader, je peux faire ce genre de travail. Alors, on va voir dans la suite qu'on peut aller un peu plus loin. Alors, dans ce travail-là, on va tester quelque chose qui est assez qui peut avoir un intérêt. Vous verrez, c'est justement toujours le lien entre les deux, mais là, cette fois, je vais avoir un plan et un autre objet qui se rapproche plus ou moins du plan et qui se balade sur ce plan, et j'aimerais que sa présence fasse apparaître sur ce plan des couleurs. D'accord? C'est-à-dire que on va voir ensemble, bon, je vais l'agrandir un peu parce qu'il est un peu petit là, je vais le mettre un peu plus grand, voilà, par exemple, CTRL A, je vais faire scale, j'applique les modifications, je vais en mode edit. Par contre, c'est très important parce que je vais me servir de ce qu'on appelle des vertex de couleur, en gros. Donc, je vais faire ici W, je vais faire subdivide, et puis je vais en mettre pas mal parce que je vais me servir justement des vertices comme support des couleurs. Donc, je vais en mettre, je sais pas, 100 par exemple. J'espère que ça ne va pas cratcher parce que j'enregistre, voilà. Voilà, on va regarder. Oui, ça devrait aller, ça. Bon. Alors, voilà, j'ai mon petit plan. Je vais faire Shift S, je vais approcher Cursor to World, je vais approcher un petit cube, par exemple, où on pourrait mettre une sphère aussi, on peut faire ce qu'on veut. Oh tiens, on va changer, on va prendre une sphère. Elle est un peu grand, je vais faire 0.5 par exemple. On verra tout à l'heure. Voilà.
Ah, c'est pas très bon ça, je l'ai mis en mode edit. Pareil. Hop là. Non, non, j'étais en object mode. Ouais. Non, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ouais, je crois qu'ils ont pas lié. Voilà. Bon, alors, je vais un petit peu mettre mon machin pour voir si je peux la déplacer. Voilà. D'accord, je la mets à l'extérieur pour l'instant, pour que vous ayez la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va donc faire apparaître de la couleur au voisinage de la sphère par rapport au plan. Hein, ça va être ça un peu notre objectif, c'est-à-dire matérialiser sa présence en quelque sorte par de la couleur. Bon, alors, bon déjà je me mets en apparence des matériaux pour que ça soit plus facile à gérer. Et puis bon bah je vais faire la partie géométrique. Donc je vais mettre sur le plan, new, voilà. Bon bah j'ai mon plan qui est là, voilà. Et puis, je vais ramener ma sphère. Hein. Donc, je prends ma sphère, je clique dessus, je maintiens le clic et je la ramène ici. Vous pouvez faire objet, info, et puis aller chercher aussi. Alors, je vais un peu grandir pour que vous voyez un peu mieux, parce que bon, c'est pas très grand comme écran, hein, parce que c'est quand même des trucs qui manipulent beaucoup de choses. Voilà. Alors, donc, je voudrais un petit peu regarder la matérialisation de la proximité de l'objet. Alors, je vais le mettre en relative, n'oubliez pas, c'est important ça. Hein. Je vais faire Shift, c'est-à-dire que les coordonnées sont relatives au plan. Hein, sont relatives à l'origine du monde. Shift A. Alors maintenant, je vais ajouter le fameux node proxy. Alors, je crois qu'il est dans Simple Géométrie Proxy. Alors, lui, il se branche de la manière suivante. On va le laisser sur face, parce que c'est les faces qui vont être en proximité. Et je vais prendre donc la géométrie et je vais mettre sur Target, hein, qui est la cible en quelque sorte. Et puis après, ce que je vais faire, je vais récupérer la distance qui est là et je vais la communiquer à justement ce qu'on appelle un attribut. Un attribut dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un truc qui se situe, qui est accroché à une géométrie, hein, c'est-à-dire un mesh, quoi, on peut dire, mais qui est connu sous la forme d'un nom. Hein. C'est une donnée qui est là, qu'on accroche, hein, en plus de ce qui existe comme donnée sur cette géométrie. Donc, on va essayer ça, et le node qui fait ça, eh bien, il s'appelle Store Attribute. Voilà, Store Name Attribute. Alors, je vais lui donner un nom à cet attribut, je vais l'appeler prox. D'accord? Bon, c'est pas très original, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et puis, je vais stocker dedans la valeur de la distance. Et cette valeur de la distance, je voudrais la mettre dans la géométrie du groupe input, c'est-à-dire ici. Je vais donc passer par ici, hein, je vais faire passer par là, et je vais revenir par là pour le groupe input. Voilà. En gros, voilà mon trajet. D'accord? Je n'ai rien inventé d'extraordinaire pour l'instant. Alors par contre, j'ai simplement créé, disons, cet attribut-là. Alors je vais essayer de voir si je peux me servir de cet attribut-là pour faire apparaître la présence de la proximité sur le plan de la sphère. Alors pour ça, je vais créer un matériau. Donc je vais aller dans l'autre, je vais me mettre sur le plan, je vais faire New, voilà. Alors voilà mon matériau. Oh, je vais laisser le principal BSDF, je vais augmenter un peu la taille parce qu'on n'y voit rien, d'accord. Et puis là, je vais aller chercher Attribute, Shift A comme tout à l'heure, hein, en quelque sorte. Alors je ne sais pas où il est, Attribute. Bon, attendez, vite, je vais chercher Attribute, hein, c'est pas la peine, je me souviens plus où il est. Alors, voilà, cette fois je cherche Attribute simplement, d'accord, et je vais grossir un peu, et puis je vais aller chercher le fameux nom
qui s'appelle, donc, je lui ai donné comme nom prox. D'accord? Donc prox. Voilà. D'accord? Puis, je vais mettre la couleur sur ceci. D'accord? Alors maintenant, vous me direz, il ne se passe rien. Bon, on va voir. On va essayer. Ah, c'est pas très judicieux parce que je n'ai pas cloué. Toc, ici, je vais clouer ça. Clouer, ça veut dire... Enfin, moi, j'appelle ça clouer, mais... Ça veut dire les garder fixes. C'est-à-dire que je peux cliquer sur autre chose sans que tout disparaisse. Voilà, et je vais aller dessus. Et regardez ce qui se passe aux alentours de ma sphère. D'accord? Si j'approche, vous voyez, j'ai une espèce d'ombre qui apparaît. Alors, comment... C'est pas très visuel, mais on le voit quand même assez bien. Alors, on va essayer quand même d'augmenter un peu cet effet. Alors, pour ça, on va aller dans les Geometric Nodes, et donc, vous voyez, c'est dans les Geometric Nodes que je travaille. Je vais aller chercher un truc que vous connaissez sûrement si vous travaillez sur les matériaux. Alors, par contre, je ne sais plus où il est. C'est peut-être dans les vecteurs, dans les utilités. Oui, bon, il est quelque part. Je ne sais pas où il est. Ah oui, colorant. Voilà, elle est là. Voilà, je vais la mettre là, d'accord? Et vous allez voir ce qui se passe si je monte ici. C'est petit pointeau. Hein. Je n'arrive pas à prendre le petit pointeau. Voilà, regardez ce qui se passe autour de la sphère. Ça augmente l'ombre. Et bien sûr, je peux me mettre en B-spline par exemple pour que ça soit un peu flou autour, d'accord? Alors, vous voyez que quand je déplace ma sphère, eh bien, elle est marquée en quelque sorte sur le plan. Alors, on peut utiliser aussi une autre méthode pour communiquer l'attribut ici, hein, le store name attribut à l'univers du plan ici, puisque en réalité on store l'attribut dans le groupe input qui n'est autre que le plan. Hein. Bon. En effet, puis ça vous permettra de voir comment on peut créer des attributs différemment. Donc on va délier ça, on va retirer ici le store attribut, puis on va voir qu'on peut se débrouiller vraiment autrement. Alors on va se servir du groupe output pour créer cet attribut. Eh bien, vous allez voir, je vais prendre simplement ici la sortie color et je vais la brancher sur la sortie ici. Ça va me donner une sortie qui va se créer dans le modifieur qui est ici, qui s'appelle output attribut, hein, d'accord? Et vous voyez, output attribut, ça veut dire que ça sort en tant qu'attribut. Et là, j'ouvre et je crée un nom d'attribut. Je vais l'appeler, par exemple, cool, à la différence de tout à l'heure où je l'appelais prox. Je vais l'appeler couleur. Couleur, on va faire les choses proprement. Couleur, voilà. Alors maintenant, j'ai le même montage au-dessus, mais au lieu d'aller chercher l'attribut prox, je vais aller chercher l'attribut couleur. Bon, alors, vous voyez que ça donne à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire que si, alors je regarde si tout est cloué, là c'est pas cloué, c'est cloué, pardon, là aussi, donc ici si je me déplace, c'est le plan que j'ai pris encore une fois, puis ce move il m'énerve, là, bon, pas grave, chaque fois je prends le plan. D'accord. C'est pas grave, je vais prendre la sphère. Vous voyez, vous avez la sphère, puis si je la lève aussi, vous voyez qu'il y a aussi sa proximité qui marche dans ce sens-là. Bon, mais là, vous allez voir qu'avec cette méthode-là, on peut aller un petit peu plus loin. On peut mettre des couleurs. Alors, je vais essayer d'utiliser donc ma color ramp comme une color ramp qui va affecter des couleurs de proximité, c'est-à-dire je vais faire une sorte d'arc-en-ciel autour de ma sphère. Alors pour ça, je vais ajouter des pointeurs, hein, qui sont, on le verra tout à l'heure, je donnerai des explications enfin sur la color ramp et sur
sur l'autre node que je vais utiliser. Je ne vous dis pas tout de suite lequel, sinon ça défleure le sujet. Bon, je vais mettre celui-là par exemple en rouge. Hein, puis en rouge, oui, en rouge clair. Je vais mettre en rouge bien clair, voilà. Et puis je vais en mettre un autre ici. Par exemple, ben, je vais le mettre ici, je vais le sélectionner, je vais le mettre en vert. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, vous arranger. Alors vous voyez qu'au fur et à mesure, vous avez une auréole qui se crée. C'est quand même assez intéressant. Et après, bien sûr, si vous jouez sur les pointeurs, eh ben, vous donnez plus ou moins de rouge, plus ou moins de blanc, comme vous voulez. Hein. Voilà. Et puis vous pouvez changer aussi ici, vous mettre B-spline, ce qui donne un peu des atténuations un peu plus fortes, mais c'est moins net. Moi je préfère linéaire, parce qu'on voit mieux les choses. D'accord? Donc voilà un petit peu l'idée. Vous voyez que ça marche très bien. Et on peut faire afficher les choses. Alors maintenant, vous pouvez un petit peu jouer avec ça pour faire d'autres choses. Parce que en même temps, ici, toujours l'idée, si je prends ma sphère, je peux la déplacer, et les couleurs se déplacent aussi. Là. Vous voyez, le noir se déplace par là, je peux faire. Alors je peux faire aussi un petit travail amusant. Bon, on verra, on va voir si ça peut être très intéressant. C'est, je voudrais inverser ces couleurs-là. Et je pourrais le faire directement sur le machin, mais je vais vous donner un outil qui peut être utile aussi pour manipuler Je vais faire à la fin une dernière partie qui va donner des détails sur les choses. C'est d'utiliser un MapRange. Shift A. Je vais donc chercher MapRange. MapRange, voilà. Et puis le MapRange, je vais lui faire inverser par exemple les déplacements. J'ai tout envoyé en l'air. D'accord. Hop là, voilà. Alors regardez, je vais choisir from 2 to 0. Et puis, de l'autre côté, je vais mettre 0 to 1. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ça si je joue sur les déplacements? Eh bien, ici, vous allez voir que je peux ici jouer sur les couleurs. Vous voyez que les couleurs sont inversées, le noir est à l'extérieur, et ainsi de suite. Bon, puis après, en jouant sur ces choses-là, je peux diminuer ou augmenter les positions des... Donc, je peux à la fois utiliser la color ramp et à la fois utiliser ça. Je vous conseille aussi d'utiliser le MapRange aussi, ça peut être utile dans certaines versions. Moi, j'ai eu des ennuis, si j'utilisais uniquement un color ramp, ça ne fonctionnait pas. Donc, MapRange, color range, les deux se mélangent. Je vais donner des détails à la fin dans des petits chapitres spécifiques sur les deux. D'accord? Voilà en gros comment on peut s'amuser avec ça. Alors, dans cet exemple-là, dans cette partie-là où je vais explorer un peu les fonctionnalités du color ramp, j'ai repris un montage un peu que vous reconnaissez. J'ai choisi tout simplement un groupe input, un groupe output de géométrie, un arbre de géométrie sur le cube, qui est l'exemple. Et puis j'ai branché une value, c'est-à-dire un nombre, sur le fac de la color ramp qui elle-même est branchée à la sortie du groupe output, ce qui me permet de créer un color attribute que j'ai appelé couleur, que je renvoie au shader par l'intermédiaire du node attribute qui va se connecter en color sur le principal BSDF et donc sur la sortie de matériel. Alors vous voyez qu'ici, comment on peut prédire que c'est noir, parce que bon là j'édite les shaders, si j'ose dire, c'est-à-dire je monte les couleurs. Eh bien tout simplement parce que ici j'ai mis 0. Alors qu'est-ce que fait la color ramp? Eh bien la color ramp, elle
elle recrée, si j'ose dire, un univers, un intervalle. Elle dit en gros tout ce qui va être inférieur à cette... Vous voyez, la position ici de mon pointeur, bon là je vais l'amener à 0,086 pour que vous voyez mieux, et puis le blanc, bon je peux l'amener. En gros, elle dit tout ce qui est inférieur à 0,94, ou à 0 si je suis ici, y compris 0, va être en noir. Dès que je vais passer de l'autre côté, ça va passer dans une couleur qui est différente, qui va être la partie qui est là. D'accord? C'est-à-dire ça va être dans cette zone-là, c'est-à-dire dans la zone qui va d'abord être grisée, puis ensuite de plus en plus blanche. Alors on va faire un essai. On va appuyer tout doucement. On va appuyer tout doucement sur les valeurs pour les faire augmenter, et puis on va voir, regardez, en 0,1 déjà, vous voyez, je suis par là, en gros, en 0,1, et donc je crée un gris clair, un gris de plus en plus clair. C'est-à-dire, en gros, je me balade, ma valeur se balade ici. C'est-à-dire que j'ai gradué, si j'ose dire, entre 0 et 1, les valeurs qui sont là. Et puis, quand je continue à monter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au-delà d'une certaine valeur, c'est-à-dire dès que je dépasse 1, parce que ici, celui-là, lui, il est en 0,99, en réalité il est en 1, hein, il était mal placé, mais en 0,99, en 1, quoi, dès que je déplace 1, je suis dans le blanc. D'accord? Alors, on peut jouer comme ça. On peut ajouter, par exemple, ici, au 5, mettre du rouge, par exemple. On va mettre du rouge. D'accord? Comme ça, à peu près. Bon, je vais corriger un peu ma couleur, qu'elle soit plus pétante, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout ce qui va être plus petit que 0, ça va être noir. Tout ce qui va être compris entre 0 et 0,5, ça va être un mélange plus ou moins important de rouge et de noir. Donc là, je tends vers le rouge. Et puis après, ça, au contraire, ça devient un mélange entre le rouge et le blanc pour les valeurs qui sont supérieures à 0,5. Alors on va revenir à 0. Je voudrais revenir à 0. Voilà. Merci. Voilà, donc je suis en noir. Alors regardez ce qui se passe si j'avance tout doucement. Donc vous voyez là, je suis pratiquement rouge. Rouge, rouge, rouge. Le rouge est devenu très fort en 0,5 puisque je suis sur le pointeur. Et puis dès que je vais de l'autre côté, eh bien la couleur rouge commence à diminuer et ainsi de suite. Donc on peut imaginer, bon là j'ai fait un schéma un petit peu plus compliqué. Voilà, hein. Voilà par exemple, ici, voilà, vous avez, je vais diminuer un peu la taille, sinon je ne vois pas bien, voilà. Regardez, ici, j'ai mis un color ramp avec 1, 2, 3, 4 pointeurs, j'appelle ça des pointeurs, ce que vous voulez les appeler, et en position 0,25, 0,5, 0,75 et position 1. Et donc, je rentre une valeur numérique. Et bien, suivant la valeur que je vais donner ici, c'est-à-dire si je prends une valeur comprise entre 0 et 0,25, ça va être du noir. Par contre, si je fais entre 0,25 et 0,5, c'est-à-dire cette position-là, et je donne une valeur là, je vais être dans les rouges noirs, d'accord? Si je passe de l'autre côté, je suis entre 0,5 et 0,75, je vais avoir une sortie ici à chaque fois différente. Ici, là, je vais avoir du rouge, jaune, vert, d'accord? Et puis, je passe de l'autre côté, je vais être dans 0,75 à 1, c'est-à-dire ici, je prends une valeur intermédiaire, et je vais être dans les verts, vert clair, blanc. D'accord? Donc, voilà comment fonctionne le node color ramp. Hein? C'est un truc qu'il faut un petit peu connaître, c'est assez important à manipuler, en particulier ça marche aussi pour les shaders, hein. Alors ça marche bien avec les textures, on peut jouer avec les textures parce que ça permet de mettre plus ou moins de contraste, hein. Bon, voilà à peu près les éléments que je voulais donner. Alors, afin de comprendre un petit peu comment marche un MapRange, j'ai fait le petit montage suivant. Donc j'ai pris, vous voyez, un petit ruban, un plane que j'ai un peu élargi, sur lequel je l'ai bien placé. Ici, vous voyez, il est à l'origine et il est
allongé sur l'axe des X, donc ici on part de 0, puis on augmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, les éléments de la grille c'est 1, 2, 3 et ainsi de suite, et là moins 5, bon bref. Alors si je grossis un petit peu, j'ai essayé de vous faire comprendre ce que j'ai voulu signifier ici. Donc j'ai pris le petit ruban en question, j'ai pris la position de ces points, et j'ai simplement sélectionné l'abscisse, que j'injecte dans une colorante. Maintenant vous savez comment ça fonctionne, qui va répartir selon entre 0 et 1, si j'ose dire, hein, puisque ici les pointeurs sont compris entre 0 et 1, les couleurs qui sont là, à peu près, là je suis à 0,5, là je suis à 0,75, hein, d'accord? Et ça je l'injecte dans un attribut, hein, que je vais poser sur la géométrie du plane. Et cet attribut, je le récupère ici dans le shader, avec un attribut des shaders, pour donner de la couleur. Et vous voyez, on obtient un peu la recomposition, si j'ose dire, de ce que j'ai écrit dans le colorant. Hein, en gros, on a, vous voyez, par exemple, ici on est à 0,5, mais ici à peu près, la couleur rouge va jusqu'à 0,5. Bon. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est comment, dans le tuto, j'ai montré qu'on pouvait inverser les couleurs. Donc, vous voyez ici, je vais du noir vers le rouge, hein, tout ce qui est inférieur à 0 va au noir, un petit peu plus de 0, là d'ailleurs, ça va, je sais plus, 0,59, là par exemple, ça va au noir, puis après ça passe au rouge-noir, et ainsi de suite. Bon. Alors maintenant, je peux inverser ça en utilisant le MapRange qui est là. Hein, le MapRange, vous allez voir comment je l'ai programmé. J'ai dit tout simplement que pour les values qui rentrent ici, eh bien, je vais prendre tout... Je vais injecter, si vous voulez, l'intervalle 2.10, j'ai pris 2.10 comme ça, et je vais le transformer en 0,1, c'est-à-dire toutes les valeurs comprises entre 2.1, je vais les transformer d'une manière linéaire. Alors pour vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe, je vais vous montrer une représentation graphique. J'ai repris ici mon MapRange, donc voilà mon intervalle. En gros, 0,8, 2.1, d'accord? C'est-à-dire, en gros, on va prendre l'intervalle qui va entre 0,8 et 2.1, et on va l'envoyer sur l'intervalle 0, 1.1, d'accord? C'est-à-dire, on va prendre cette entrée-là, si j'ose dire, c'est cet intervalle d'entrée ici, et on va prendre toutes les valeurs qui sont là, et on va les envoyer par une fonction, qui est la fonction bleue ici, c'est une fonction linéaire, hein, puisque je vais choisir linéaire, je vais l'envoyer dans 0,1. C'est-à-dire qu'une valeur va être entrée ici, le MapRange va me rendre celle-là. D'accord? Donc, je vais avoir en permanence, si vous voulez, ce renvoi, c'est-à-dire cette inversion, hein, puisque vous voyez que la courbe ici, enfin ceux qui ont fait un peu de maths, elle est décroissante. Donc si je vais en croissant comme ça, ben là je vais aller en décroissant. Hein, c'est-à-dire si j'augmente les valeurs ici, au contraire, ici les valeurs que je vais trouver, voilà, par exemple ici, si je suis là, vous voyez, je vais trouver cette valeur-là, hein, c'est-à-dire une valeur à peu près entre 0,8 et 1, et puis si je suis là, et puis que je vais faire le calcul, bah, je trouve une valeur qui est beaucoup plus petite. Donc je vais inverser, si je veux dire, le sens de variation de mes couleurs, enfin de ce qui va représenter mes couleurs. Alors si je regarde maintenant ce qui se passe si j'interfère ce que j'ai fait ici par le même MapRange, le même type de MapRange, bah, regardez ce qui se passe, regardez, tout est inversé. Voilà les couleurs, si j'ose dire, que j'obtiens, c'est-à-dire tout ce qui était avant bah, est blanc ici, et puis je passe des couleurs, et puis vers le noir, c'est-à-dire j'ai inversé. Alors je peux vous le montrer en cliquant dessus, voilà, j'annule l'effet du MapRange, donc vous voyez, ici je pars du noir, et je vais vers le blanc, et ici, pardon, ici je
j'annule, et je vais du blanc, je pars vers le noir. Voilà fonctionne un des fonctionnements du MapRange. Alors souvenez-vous, essayez d'avoir dans l'idée ce fonctionnement par une droite d'interpolation. Alors bien sûr, si elle est dans l'autre sens, bah, ça va donner... c'est cette idée-là. Hein. Le MapRange, ça transforme un segment en un autre segment. D'accord? C'est-à-dire, ça donne, en mathématiques, on dit ça donne l'image d'un intervalle en un autre intervalle, par l'intermédiaire d'une fonction qui peut être linéaire. Bon, il y a d'autres moyens, mais c'est un peu compliqué à expliquer ici, c'est pas la peine de s'encombrer l'esprit.